Enfin, on fait... Ah oui, attendez, peut-être que c'est bon. Ouais. Ah, ça y est. Ça y est, ça a été bon. Je dois fixer mon téléphone quelque part. Ouais. Ouais. C'est aussi mieux ici. Voilà. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va aller. Ça fait... Je suis contente de vous voir. Oui, pareil. Effectivement, la dernière fois, c'était le 2 octobre. Ouais, ça fait longtemps. Merci d'avoir accepté de venir. Pas de problème, pas de problème. C'est vrai que je sais, comment dire, tu vois, on a peu de temps en plus, donc... Ouais, ça. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre combat? Et quel est votre combat et que se passe-t-il au Turkestan oriental? Et aussi pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que le Turkestan oriental? Alors, je vais enlever ça juste. Donc là, on est avec le groupe local, Grand Lyon for Uyghurs, donc comme le reste des villes françaises. Et bien, enfin, comment dire, donc, qui lutte pour la liberté des Ouïghours. Et le Turkestan oriental, enfin, ou alors pour les Ouïghouristan pour les intimes, c'est le territoire ouïghour, occupé, colonisé par la Chine, notamment depuis 1949. C'est la date d'anniversaire, enfin la date de la création, proclamation de la Chine communiste. Mais c'est aussi, à partir de octobre 49, c'est aussi la colonisation du territoire ouïghour, du pays ouïghour, qui était auparavant République du Turkestan oriental. Donc, c'est pourquoi là, dans la diaspora, les Ouïghours, ils refusent le terme Xinjiang, qui est utilisé dans les médias, partout par les politiciens, y compris les journalistes, etc., parce que c'est un terme imposé par la Chine. Xinjiang, ça veut signifier nouveau territoire en chinois, nouvelle frontière, mais aussi Xinjiang signifiait la colonie également en chinois au 19e siècle, au 20e siècle. Donc c'est pourquoi enfin, les Ouïghours utilisent le nom de leur république avant d'être envahis et colonisés par la Chine communiste. D'accord. Merci. Donc, du coup, je voulais vous demander depuis quand est-ce que vous êtes au courant de l'existence de ces camps? Eh bien, comme pour les camps, c'est comme tout le monde, en fait, nous avons découvert après les investigations et comment dire, les reportages à partir de bonsoir, c'est l'un de mes étudiants. À partir de 2017, donc c'est enfin, on a commencé à entendre dès mi-2017. Mi-2017, on a commencé à entendre les camps de concentration, mais comme tous les Ouïghours, je n'ai pas cru. Et que la majorité, enfin, personne n'a cru. Parce que même si depuis que je suis en France, je dénonçais le colonialisme chinois, mais personne, y compris moi-même, personne n'a jamais imaginé que ça peut arriver jusqu'à camp de concentration, jusqu'à un génocide. On n'a jamais imaginé ça. J'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de détention dans les camps? Est-ce que, par exemple, les Ouïghours sont enfermés 24 heures sur 24? Et est-ce qu'ils peuvent subir des violences de la part des surveillants? Après, vous savez, en fait, la Chine, c'est un État dictatorial, voire aujourd'hui un État totalitaire, dans lequel l'information ne sort pas facilement. Donc, depuis Covid, je crois que les gens ils ont bien compris ça. Et les chiffres, en fait, l'État chinois ment sans cesse sur les chiffres, etc. Donc, on a énormément de difficultés pour avoir un réel chiffre aussi sur la détention, le nombre de détenus ouïghours dans les camps et les prisons chinois. On estime, pour notre part, en tant que chercheurs, nous, on estime environ 3 millions de Ouïghours qui sont enfermés
dans des camps et prisons chinois parce que la Chine, chaque année, ne cesse de changer de stratégie. Pour autant, en fait, la condition de détention ne change pas, la condition et la situation ne change pas, et ça empire pour les Ouïghours sur place. Disons que nous avons estimé 3 millions de Ouïghours. Cependant, l'année dernière, enfin octobre dernier, la Chine a publié un livre blanc pour se justifier, dans lequel, pour la première fois, la Chine officiellement a donné des chiffres. Elle dit, dans ce livre blanc, elle dit que depuis 2014, et non pas depuis 2017, depuis 2014, chaque année, environ 1,3 million de personnes du territoire ouïghour ont été internées. Donc, d'après ce chiffre-là, certains ils ont avancé 8 millions de Ouïghours qui sont dans les camps. Je pense qu'en fait, ce n'est pas tout à fait cela non plus, mais cela montre aussi la dimension extraordinaire, ultra importante, le nombre de détentions. Et que cela ne veut pas dire que depuis 2014, chaque année, 1,3 million de Ouïghours sont enfermés sans sortir. Je pense en fait, mais c'est simplement environ 8 millions de personnes. Certainement, ils ont vécu au moins une fois dans les camps. Ensuite, il y a autre chose également là-dedans. Il y a aussi, on parlait, la Chine utilise le terme un centre de rééducation, et que certains médias ils utilisent jusqu'à présent, refusant d'utiliser le terme camp de concentration, ils utilisent camp d'internement, camp de détention, camp de rééducation, voire même centre de rééducation, etc. Donc, cependant, en fait, il y a des camps différents. Il y a des camps différents. Il y a des structures différentes. Il y a les centres de rééducation. En effet, ce sont des centres de rééducation de la journée dans lesquels les Ouïghours, les villageois ou les citadins, ils sont appelés à passer toute la journée à être rééduqués. C'est exactement les mêmes enseignements comme que dans les camps, c'est-à-dire c'est lavage de cerveau toute la journée, etc. Mais au moins, dans ces centres de rééducation, les gens, le soir, ils rentrent chez eux. Les gens, ils rentrent chez eux, ils ne restent pas enfermés dans ces centres de rééducation. Ça, c'est des centres de rééducation de la journée. Cependant, il y a les camps. Les camps sont différents des centres de rééducation. C'est pour ça, en fait, c'est tout à fait différent. Les camps, il y a les camps de concentration que la Chine présente comme centre de rééducation. En réalité, ce sont des camps comme camps de concentration où sont concentrés uniquement les turcophones, c'est-à-dire les turciques, c'est-à-dire les peuples qui parlent une langue turque. C'est-à-dire ce sont les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirghizes, il y a aussi les Ouzbeks et les Tatars. Ce sont que des populations qui parlent une langue turque. Mais cependant, pourquoi on parle de génocide ouïghour ou pourquoi on parle de Ouïghours? Parce que la grande majorité de ces détenus, c'est des Ouïghours. 90%, on parle de 90% sont des Ouïghours. Le reste, c'est Kazakhs, Kirghizes, Tatars, Ouzbeks, etc. Mais leur nombre, c'est moins important. Notamment, en fait, après les Ouïghours, ce sont les Kazakhs qui sont les plus nombreux dans les camps. Et donc, après, oui. Ceux qui sont dans ces camps, ils ne peuvent pas sortir. Donc, ce que je voulais demander, c'est est-ce que on peut avoir des informations sur ces camps et est-ce qu'on peut en sortir est-ce qu'il y a des gens qui ont survécu? Non, parce que vous avez demandé la question sur laquelle est-ce que les gens comment ils sont traités dans ces camps. Oui. C'est que quoi, il est important de savoir qu'en fait il n'y a pas l'information. Il y a les centres de rééducation de la journée dans lesquels les gens ils sont pas forcément maltraités et qui rentrent chez eux. Ça c'est des dépendants. Ensuite, il y a les camps de concentration dans lesquels les gens sont détenus comme camps de concentration, comme on le sait, comme il y a dans les années 40, dans lesquels les gens sont torturés, non seulement d'une part, en fait, non seulement les gens ils sont, les détenus, ils subissent un lavage de cerveau,
une torture psychologique et physique dans lequel, dans ces camps, ce sont aussi les camps de mort, puisqu'en fait, on perd des personnes. Il y a des gens qui sont morts. Et nous avons, jusqu'à présent, en Occident, dans les pays libres, on a une dizaine de rescapés. Cependant, au Kazakhstan, il y a 2000 rescapés. 2000 rescapés, ils sont tous kazakhs. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a le Kazakhstan. C'est pour ça que les Kazakhs, ils peuvent sortir. Mais pour les Ouïghours, il n'y a personne pour les sauver. Et qu'il y a en fait, en Occident, on a 10 rescapés parmi lesquels il y a 8 sont Ouïghours. Comment ils sont sortis? Ces 8 Ouïghours ont pu sortir parce que souvent, soit ils sont mariés avec un étranger, soit ils ont une nationalité étrangère. C'est pourquoi ils ont pu sortir avec l'intervention de leurs États étrangers. Donc, et vous voyez, en fait, lorsque vous êtes Ouïghour et que de nationalité chinoise, aucune chance de sortir, de quitter le pays. Donc, et que vous savez, enfin, via les témoignages des rescapés, on sait les tortures physiques infligées à ces détenus dans ces camps. C'est extrêmement inhumain. C'est exactement comment les gens, comment les Juifs ils subissaient pendant les camps de concentration nazis. Et justement, nous avons entendu parler de viol et de stérilisation. Est-ce que ces stérilisations sont forcées? Il y a, vous savez, en fait, déjà, il y a une stérilisation forcée. Ça a été aussi, en fait, la stérilisation forcée d'une part. C'est très systématique d'après les rescapés dans les camps. Il y a la situation dans les camps, il y a la situation hors de camp. Il y a deux, comment dire, et que les Ouïghours, d'après le chiffre chinois, nous avons 12 millions de Ouïghours, d'après le chiffre chinois. Et que parmi lesquels, nous, on estime environ 3 millions de Ouïghours sont dans les camps de concentration et dans les prisons. Ensuite, on n'a pas encore parlé des camps de travail esclavagiste, dans lequel on ne sait pas le nombre encore. Et donc, ensuite, sur la stérilisation et les viols, les stérilisations, les viols collectifs, etc., tout cela sont organisés par l'État à l'intérieur des camps, d'après les femmes rescapées. Ensuite, il y a aussi les témoignages d'autres rescapés qui ne sont pas forcément détenus en tant que détenus dans les camps, mais qui ont enseigné, des enseignants qui ont enseigné dans les camps, et puis aussi qui témoignent en dehors de ce qui se passe. Mais en dehors de ce qui se passe, vous avez demandé comment on obtient aussi les informations. On obtient, en fait, la majorité des informations, on obtient des sources chinoises. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a les sites internet officiels des gouvernements locaux. Chaque gouvernement local, par exemple le gouvernement des communes, des villes, etc., ils ont un site internet en chinois. Donc, ils mettent les informations sur leur site pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'en fait, dans quel camp ils sont allés visiter, etc. Ils donnent ces informations, ils mettent les photos. C'est comme ça qu'on a obtenu toutes les photos des camps que vous voyez partout. Ce sont les photos que la Chine elle-même, les autorités chinoises ont mis sur Internet. Vous voyez? Ensuite, autre source aussi, ce sont les Chinois qui travaillent qui sont, soit ce sont des travail de Chinois qui travaillent dans les camps pour enfants, soit ce sont des Chinois qui sont chefs dans les usines de travail esclavagistes, ou alors des Chinois qui sont venus pour y poser des Ouïghours, occuper les maisons Ouïghours, et ils font la publicité de cela sur Internet, sur les réseaux sociaux chinois, le TikTok chinois, dans lequel on télécharge ces vidéos. Ce sont des témoignages des Chinois eux-mêmes. Ils ne font pas cela pour témoigner, ils font cela pour faire publicité en Chine pour les Chinois. Donc c'est comme ça qu'on obtient. C'est pourquoi il y a à part cela, il y a aussi les journalistes étrangers qui viennent enquêter. Ensuite, autre chose aussi, il y a les sinologues. Sinologues, ce sont les chercheurs qui travaillent sur la Chine, qui sont spécialisés de la Chine, qui lisent le chinois, il y en a des chercheurs qui sont extrêmement patients, qui ont lu tous les
chinois dans lequel en fait ils obtiennent et que avec les chiffres chinois, avec les données chinoises, montrant que en fait montrant la chute de la démographie ouïghour, qui est le résultat de stérilisation massive des femmes ouïghours, parce qu'on apprend entre notamment 2017-2019 50% de la population, de la démographie ouïghour qui a chuté en 2 ans, 50%, et ce taux est 84%. Ce taux de chute atteint 84% dans 2 préfectures les plus importantes de la région ouïghour, du pays ouïghour. Et ces chiffres-là, qui sont sortis des enquêtes des chercheurs, c'est basé sur les données chinoises. D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail forcé des Ouïghours? Justement, en fait, ce sont le travail forcé, c'est un terme, pour ne pas dire éphémère, pour ne pas dire travail esclavagiste, l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme. Et dans lequel, en fait, il y a plusieurs sortes de usines ou camps esclavagistes. Dans certains camps de concentration géants, et l'intérieur, il y a des usines dans lesquelles ce sont les détenus des camps qui travaillent. Par exemple, en fait, là, Toussaint Ziaoudoun, vous savez, dont le portrait a été mis à Marseille. Toussaint Ziaoudoun a travaillé pendant 2 mois dans le camp. Et qu'elle décrivait l'usine installée dans le camp. Ensuite, il y a les usines qui sont installées pas loin des camps, dans lesquelles il y a à la fois en fait les détenus, mais aussi non détenus ouïghours qui sont ramenés d'ailleurs, qui ne sont pas détenus, mais qui sont ramenés quand même de force pour travailler pratiquement gratuitement. Ensuite, il y a des usines chinoises qui sont installées dans le pays ouïghour et qui emploient à la fois des détenus dans les camps, mais aussi à la fois des Ouïghours lambda qui ne sont pas dans les camps ni dans les prisons, mais ils sont forcés à venir travailler pratiquement gratuitement dans ces camps. Ensuite, il y a une 4e sorte de usine, c'est le plus important en dimension. Ça, c'est les usines partout en Chine, dans les villes chinoises. C'est pas seulement en fait pour textile, mais aussi pour tout un tas de secteurs dans lesquels les Ouïghours ils sont déportés. Ce sont des Ouïghours à la fois en fait des détenus, mais aussi non détenus, qui sont déportés de la région pour amener dans des diverses villes chinoises dans lesquelles il y a des diverses usines chinoises qui produisent tout l'Occident. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la liste de la honte? Justement, en fait, dans les cours financiers liés, et que étant donné que l'ampleur est telle, j'ai déjà cité 4 différents types d'usines esclavagistes qui travaillent pour 83 marques internationales dans lesquelles il y a les marques chinoises et non chinoises. Et donc, enfin, je l'ai publié aujourd'hui encore, la liste, et dans le fond, il y a de nombreuses marques de vêtements que, en fait, on utilisait jusqu'à assez récemment, on mettait tous et toutes. Donc, nous avons ensuite, avec Raphaël Glucksmann, nous avons travaillé depuis l'année dernière, depuis que le rapport sur le transformation a été publié par une ONG australienne. Nous avons mené sur les réseaux sociaux une bataille contre ces marques. Ensuite, l'Institut ouïghour d'Europe, dont je suis présidente, porté plainte avec 2 autres ONG contre 12 marques internationales, y compris Uniqlo, et puis finalement, notre plainte a été reçue et une enquête a été ouverte. Et il y a d'ailleurs est-ce qu'il y a des marques
qui ont arrêté de faire travailler les Ouïghours grâce à vous et Raphaël Glucksmann? Il y a certaines marques, notamment Adidas, Lacoste, H&M, etc. Ils ont en fait promis d'arrêter, mais on n'a pas encore, ils se sont engagés. Mais cependant, pourquoi on ne les a pas inclus dans la plainte pour l'instant? Parce qu'ils se sont engagés, mais cependant, on attend toujours la preuve de cet engagement. Est-ce que c'est juste une parole pour nous calmer et pour vendre quand même ces produits? Ou alors, est-ce que c'est un engagement sincère dans lequel, en fait, ils se retirent réellement? Ça, on attend encore la preuve de leur engagement. Donc, pour l'instant, on a encore la preuve de personne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des cousins chinois dans les familles ouïghours? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a, comment dire, il y a ce qui se passe dans les camps de concentration, il y a ce qui se passe en dehors de camps. En dehors de camps, c'est-à-dire pour le reste, il y a, selon le chiffre chinois, encore une fois, il y a 12 millions d'Ouïghours, à peu près 12 millions selon la Chine, dans lequel si on estime 3 millions d'Ouïghours sont dans les camps, encore c'est que des estimations, et ça veut dire 9 millions qui ne sont pas dans les camps. Donc 9 millions doivent vivre. Et les 9 millions, ils sont en revanche, en fait, la région Ouïghour, selon les ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International, la région Ouïghour, elle est, le pays Ouïghour est le pays, la zone, l'État le plus surveillé au monde. Le plus surveillé au monde, dans lequel, en fait, chaque geste, même expression Ouïghour, même à la maison, tombe sous surveillance. Et que cette surveillance, comment ça marche? Il y a deux différentes surveillances. L'un arrive de plus en plus vers nos pays, ici aussi. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance faciale par des appareils. Et qu'on a eu le scandale, on a appris le scandale aussi. Huawei, c'est pourquoi je dis, parmi les 83 marques, le pire, c'est les marques chinoises, notamment Huawei et Xiaomi. Et que Huawei a participé, c'est Huawei qui a conçu le système de reconnaissance raciale. C'est-à-dire ils ont conçu en fait, un système de reconnaître ethniquement, racialement les Ouïghours. Donc, et c'est Huawei, c'est direct que vous avez participé à ce génocide. Et donc, à toute personne, donc, moi, je le conseille si vous pouvez, certaines ne peuvent pas non plus, raison que vous avez acheté Huawei, je vous conseille si vous pouvez être moyen de le changer. Et il y a d'autres marques qui sont tout aussi, comme je peux faire la petite d'autres marques, bien entendu, cependant, maintenant, en fait, je privilégie. Et puis, aussi, concernant une marque, la surveillance, de surveillance. En fait, il y a la surveillance à l'extérieur, à l'extérieur. Quand j'ai dit on sortait dehors, il y a tout. On n'entend plus très bien. Hein? Ça bug un peu. Ouais, c'est vrai, ça bug un peu. Ça bug carrément. Pardon, allez-y. Ouais. Ça bug toujours, hein? Un petit peu. Ouais. Et justement, en parlant de surveillance, est-ce que le gouvernement chinois vous a déjà envoyé des menaces? Et est-ce que vous n'avez pas peur d'être militante? Vous n'avez pas peur du gouvernement chinois? Si j'avais peur du gouvernement chinois, j'aurais pas fait, tout simplement. J'aurais fait. Avec la peur, bien sûr que tout le monde a peur, je pense. Pas peur. Mais c'est en fait, avec la peur, on ne peut plus vivre. Parce que là, en fait, autant qu'on ne peut plus vivre. Et donc, On est dans. vous avez reçu des menaces?
Non, j'ai reçu des menaces, oui et non, parce que ma famille, j'ai pas envie de parler de ma famille. Ok. J'ai eu comment dire, j'ai eu des ennuis là avec ma famille. Ma famille, je n'ai plus de contact en réalité depuis le début de 2010. Et donc, le résultat, on a essayé de menacer, même maintenant, en fait, et donc, euh, en fait, voilà, c'est ça. Enfin, je fais tout le temps conscience de prendre comment dire, risque. En fait, je mène à chaque pas tout en bien dire que ne pas empêcher certaines familles. Je suis vraiment désolée. C'est haché. Ouais, c'est pour ça, en fait. Et le mieux, je pense qu'en fait, il faut refaire. Je ne sais pas si côté, je ne sais pas. Ouais. Sinon, on coupe et on revient, je sais pas, pour voir si ça remarche. D'accord. Alors, tout de suite, revenez.